pour tout ce qui est des éléments de bilan économique et de bilan technique de la mise en place de la réforme de la rémunération officinale, Gilles Bonnefond, je ne dirais pas que vous avez dit tout dans le détail, mais vous avez quand même dit l'essentiel. D'abord de souligner, et merci de l'avoir fait, le fait que d'un point de vue technique, le passage des jalons s'est réalisé à peu près bien l'année dernière, puisqu'il y a eu quand même l'année dernière sur les changements de l'arrêté de marge, quand même dans quelques régions, quelques retards de paiement sur les premiers jours. Mais pour ce qui est de ce mois de janvier 2019 et la mise en place des nouveaux honoraires, quelque chose qui, je crois, a été collectivement, je dis bien collectivement, bien maîtrisé, à la fois les services du ministère, du CEPS, de l'assurance maladie, et j'y ajoute les complémentaires. Économiquement, le bilan que nous pouvons en faire, vous l'avez fait avec vos chiffres, dont je ne dis pas que ce sont nos chiffres, puisque vous savez que nous avons un observatoire et l'assurance maladie produit sa propre évaluation de l'évolution des rémunérations. Il nous arrive assez régulièrement, je dois le dire, d'avoir de légers écarts. Heureusement, ils sont légers. Et je verrai ce que donneront nos chiffres que nous partagerons au sein de l'observatoire. En cours d'année 2018, nous étions un peu au-dessus en termes d'évaluation de l'impact que IQVIA. Donc j'attends de voir si nous sommes réellement à moins 15 millions. En cours d'année, nous étions à l'équilibre, voire légèrement en plus. Ce qu'il faut noter, c'est que nous avons réussi à stabiliser, c'est ça qui était l'objectif, stabiliser ce qui conduisait inéluctablement à une perte de rémunération par l'effet, certes un peu des baisses de volume, mais essentiellement et principalement des baisses de prix. Et donc tout le modèle que nous avons construit, avec un investissement supplémentaire de l'assurance maladie programmé sur ces 3 années, qui est au rendez-vous et même un petit peu plus, nous permet enfin d'avoir stabilisé le modèle avant d'envisager des éléments de développement autour des nouvelles missions sur lesquelles on reviendra. Voilà. Je crois que de ce point de vue-là, c'était quand même l'objectif, non pas unique, mais c'était un objectif fondamental, parce que c'est impossible d'inviter une profession à se projeter dans un nouveau schéma si nous ne pouvons pas sécuriser son modèle économique et casser ce qui était quand même une spirale devenue impossible au cours des dernières années. Donc je crois que, quelle que soit la manière de compter, nul ne peut aujourd'hui contester que nous avons réussi à stabiliser l'économie officinale sur la part, évidemment, prise en charge par l'assurance maladie. Deuxième élément sur les nouvelles missions, parce que c'est là-dessus que vous m'invitez à réagir. Nous avons, et de longue date, posé ce cap et cette orientation d'explorer au long cours, dans un processus un peu continu, ce que pourraient être de nouvelles interventions, de nouvelles missions des pharmaciens dans la prise en charge des patients atteints d'une pathologie chronique dans des logiques de prévention et d'accès aux soins. Nous avons ainsi avancé sur quelques sujets, le bilan de médication, je vais y venir dans un instant, la télémédecine, je vais peut-être en redire un mot tout à l'heure, et nous sommes en train de travailler, en effet, aujourd'hui, sur l'accompagnement des patients sous chimio orale, qui est un sujet que nous avions retenu dans l'avenant 11 comme un sujet conventionnel à traiter. Nous avons démarré nos travaux. Nous souhaitons le faire, je pense que nous sommes tous d'accord, dans un cadre, entre guillemets, sécurisé au sens de protocoliser et sous le regard attentif de l'INCa, parce qu'il est évidemment important que, vis-à-vis de patients qui sont sur des prises en charge extrêmement lourdes, nul ne prenne le moindre risque sur ce que peuvent être des gestions d'effets indésirables qui peuvent évidemment être extrêmement sensibles. Et donc je pense qu'il est d'intérêt commun que nous puissions caler un cadre conventionnel qui soit parfaitement vu avec l'Institut national du cancer. Et il y a évidemment d'autres pistes qui se profilent à l'horizon. Voilà. Vous pouvez avoir le sentiment légitime que nous pourrions faire plus et plus vite, qu'il
il y a plein d'idées, et Gilles Bonnefond en a évoqué un certain nombre. Les choses avancent sur la vaccination, mais vous avez évoqué tout ce qui est sevrage tabagique, tout ce qui est dépistage des cancers, mais plutôt du cancer colorectal, sur lequel nous avons une problématique de fourniture de kits. Bon. Pourquoi est-ce que tout n'est pas fait déjà d'emblée? Parce qu'il faut aussi y mettre un tout petit peu de méthode, me semble-t-il. Voilà. Et si vous prenez par exemple l'exemple de la vaccination, c'est un exemple qui finalement montre qu'il est possible en 2 années de pouvoir à un moment donné déployer une démarche expérimentale qui ensuite aboutit à une généralisation. Il faut aussi regarder plus précisément selon quelle modalité nous pouvons avancer. Le dépistage du cancer colorectal fera évidemment partie. Dans le cadre du nouveau marché sur lequel nous sommes en procédure de renouvellement, et nous en parlons avec le ministère, nous souhaitons inscrire cette possibilité dans le champ des voies de fourniture. Sur le bilan partagé de médication, je prends ma part. Je sais, Luspo me le dit suffisamment souvent, de ce que l'interface et le téléservice n'est pas, entre guillemets, optimale. J'y suis honnêtement tout à fait sensible, même si nous avons parfois des temps de développement et parfois ce que vous considérez être comme une V2 qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Je suis un peu déçu parce que Gilles Bonnefond m'avait plutôt dit que la V2 était quand même beaucoup mieux que la V1. Donc maintenant, si vous me dites que la V2 n'est pas mieux que la V1, c'est un peu désespérant. Ouais, non, mais j'essaie d'être attentif à tous les retours. Bon, après, très entre nous, si vous pensez tous que le bilan partagé de médication se développe au rythme où il se développe uniquement à cause d'Amélie, je le prends. Mais permettez-moi de vous dire que je trouve ça, pour ma part, aussi un peu réducteur. Je suis complètement prêt à vous associer davantage en tant qu'utilisateur à l'évolution du service, mais je pense honnêtement qu'il y a aussi sur le bilan de médication, et je l'ai dit en CPN, nécessité de ce que nous relevions collectivement. Voilà, ce n'est pas un pari d'ailleurs, c'est une ambition. Voilà, qui nous a réunis dans la construction même de ce nouveau dispositif. Moi, je n'ai jamais, je le dis, parce que j'ai lu des choses il y a quelques mois, je n'ai jamais menacé la profession. J'avais eu à un moment donné, y compris, je crois que c'était dans le Moniteur, un article sur une commission paritaire nationale où on me prêtait des propos qui étaient d'ailleurs pas très, je dirais, respectueux des pharmaciens. Voilà. C'est nouveau, c'est difficile, il y a un temps d'appropriation. Je n'imaginais pas que nous aurions 15 ou 16 000 pharmaciens qui en feraient tout de suite de manière là. Il est normal qu'il y ait un temps d'appropriation, un temps de montée en charge. Mais c'est vrai aussi que si nous devions, d'ici quelques temps, j'ai fixé une échéance pour faire un premier bilan à l'été 2019, bon, si nous restions à peu près à 3 000, un peu plus de 3 000 officines pratiquant ce type de bilan, ce serait, pour moi en tout cas, une source d'interrogation. Voilà, je vous le dis, et je pense que nous devrions aussi la partager le moment venu. Ça ne veut pas dire que l'intuition serait fausse. Je pense que les pharmaciens doivent vraiment jouer un rôle dans l'accompagnement des patients chroniques, dans les dispositifs de prévention, dans l'organisation des soins primaires pour favoriser l'accès. Mais ça veut dire que la manière de le faire doit être aussi peut-être revisitée. En tout cas, moi, je ne le souhaite pas. Je ne suis pas en train de préparer le terrain à une révision du modèle, mais il est vraiment très important que nous puissions observer d'ici quelques mois le fait que le bilan décolle. Voilà. Sur l'ensemble de ces éléments de nouvelle mission, il est aussi très important qu'on puisse à la fois entretenir une dynamique dans nos échanges monoprofessionnels, mais dans un cadre qui soit évidemment concerté, compris, connu de l'ensemble des professions. Nous avons besoin de faire que les pharmaciens, mais aussi d'autres professions, je pense aux infirmières, interviennent finalement souvent sur des problématiques qui sont assez proches, sur le suivi de patients chroniques, la prise médicamenteuse, l'organisation des soins primaires. Bon. Et on voit bien à quel point parfois des débats
qui peuvent d'emblée se traduire par des propositions d'amendement, peuvent instantanément créer des inflammations. Bon. Moi, je suis très attaché à ce que nous puissions créer et nous doter de lieux de dialogue entre les différentes professions de santé. Et j'en prends l'initiative en ce moment. Je pense que c'est bien que pharmaciens et médecins parlent du générique. Voilà, c'est bien qu'avec les infirmières, les pharmaciens puissent aussi réfléchir à la bonne complémentarité dans le cadre des compétences propres de chacun, de vos interventions dans l'accompagnement des patients qui sont sur des traitements chroniques et où on voit bien que chacun doit pouvoir jouer son rôle. Et donc, il sera aussi de ma responsabilité de pouvoir essayer de réduire les a priori, réduire ce qui peut parfois être des postures ou des malentendus, en essayant de favoriser ce dialogue informel sur lequel, en ce moment même, comme Gilles Bonnefond le sait, nous essayons de trouver des cadres d'échange. Bon. Et puis, ça va beaucoup se jouer dans les territoires. Je voudrais juste terminer rapidement là-dessus. C'est l'enjeu de la négociation que nous avons ouverte il y a maintenant 2 semaines. Nous nous retrouvons tout à l'heure en fin d'après-midi sur l'exercice coordonné qui sera beaucoup autour des CPTS, mais qui devra aussi ne pas perdre de vue cette coordination, je dirais, un peu clinique de proximité qui existe dans à la fois des structures pluriprofessionnelles, des MSP, ou bien des équipes de soins primaires qu'il faut pouvoir, au-delà du terme, je dirais, clarifier un tout petit peu dans leur fonctionnement et les outils dont nous les dotons. Voilà. Et dans cet exercice coordonné qui, je crois, est un enjeu majeur, si on veut que le système de santé français je dirais, sorte des points de tension qui sont les siens, ou en tout cas les allège, nous allons évidemment essayer de faire la preuve de l'utilité. Il y a une crainte, que j'entends très bien, notamment autour des CPTS, que celle-ci soit un objet technocratique, administratif, contraignant supplémentaire. Bon. Ça n'est pas du tout comme ça que les CPTS, d'ailleurs, ont été conçues, puisqu'elles ont été conçues non pas par l'administration seule, mais par un travail qui a été conduit en 2015 par Jean-François Thébault et par Véronique Vallon pour inventer un objet qui parte justement des professionnels de santé dans les territoires et de leurs besoins. Et les CPTS, je crois, ne décolleront, parce qu'elles ne décolleront que si les professionnels de santé s'en saisissent, que dès lors que nous parvenons à convaincre chacune des professions, chacun des acteurs dans les territoires, que la CPTS peut être en effet une réponse utile et pertinente pour mieux soigner, c'est important pour les patients, et pour permettre à chacun des professionnels de mieux exercer. Et dans ces grandes missions, il y aura évidemment, Gilles Bonnefond l'a indiqué, cette mission clé d'une meilleure gestion, mieux coordonnée des parcours des patients les plus compliqués, qui ont des parcours ville-hôpital, qui sont sur des problématiques de maintien à domicile, qui nécessitent de faire intervenir des intervenants très différents, ce qui nécessite beaucoup de temps de coordination, et ce que un médecin généraliste seul, un pharmacien seul, a bien du mal à gérer avec ses ressources propres, avec des moyens et des missions qui seront évidemment négociées. Un cadre juridique, la question a été posée, qui peut être l'association, mais avec les limites de l'association. Je pense que la CISA n'est pas aussi adaptée qu'on le pense, parce que la CISA a aussi ses propres contraintes, notamment sur la possibilité de redescendre des éléments de rémunération entre ses membres. Je pense qu'il va falloir que nous trouvions une voie de passage qui définisse des éléments socles. Voilà. C'est quoi les missions socles? C'est quoi les financements socles liés à ces missions? Mais après, on voit bien que toutes les CPTS ne vont pas se ressembler, qu'elles vont prendre des missions au fur et à mesure, que la manière d'organiser les soins non programmés ou des coordinations de parcours, ce ne sera pas la même chose d'une CPTS à l'autre, d'un territoire à l'autre, parce que les moyens mobilisés pourront être différents, ils pourront évoluer dans la durée, et nous devons ainsi permettre que l'accompagnement financier de l'assurance maladie, il soit à la fois sécurisé par un socle minimal, mais qu'on puisse ensuite individualiser l'accompagnement au niveau local,
de faire en sorte que, quelque part, chaque CPTS ait son contrat particulier. Un petit mot, enfin, sur la coordination. Il n'y a pas de coordination et d'exercice coordonné sans partage de l'information. Sur les IP, quelque part, il y aura un très bon outil de partage d'informations qui sera la prescription électronique. Et enfin, il y a le dossier médical partagé, qui est, à mes yeux, un enjeu tout à fait majeur, parce que nous savons tous ici que de l'information, il y en a partout. L'hôpital a la sienne, le pharmacien a la sienne, le médecin a un. Voilà. Celui qui n'en a pas, c'est le patient. D'abord une réponse à ça. Et puis, c'est la capacité de mutualiser l'information entre les acteurs. Et le DMP, l'assurance maladie, ne le déploie pas pour elle-même. D'ailleurs, nous n'accédons pas au dossier médical partagé. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans les dossiers médicaux partagés, sinon l'historique des remboursements qu'on y ajoute. On le fait pour le système de santé, pour les patients et pour les professionnels. Et on le fait d'ailleurs dans l'idée que le dossier médical partagé n'aura probablement pas vocation, le sujet a été abordé tout à l'heure, à être l'outil unique de la coordination au sens des outils d'information partagés dans les territoires. Mais il n'y a pas de concurrence entre tout ça, parce que je pense que ces outils ont besoin d'information médicale. Et cette information médicale, elle ne peut pas être uniquement celle qui vient des acteurs du même territoire. Parce que le patient, lui, il sort de son territoire. Il n'est pas soigné que dans son territoire. Et donc le DMP, lui, il amène une couche nationale, informationnelle totale, qui fait que, une fois que le DMP sera monté en charge et que tout le monde jouera le jeu de son alimentation, eh bien, nous aurons, par le DMP, une capacité d'alimenter des systèmes d'information plus territoriaux, permettant d'aller rechercher une information qui sera parfois ancienne, qui sera issue d'un acte de soins réalisé ailleurs, hors du territoire. Et puis, comme le patient lui-même bouge, quand il bouge, eh bien, il arrivera avec une information disponible.